Bonjour à tous, merci d'être là. Merci d'être là nombreux dans cette salle et nombreux également aujourd'hui dans les locaux du Conseil régional. C'est vraiment un grand plaisir de vous voir si nombreux. La présidente de la région dit toujours que le Conseil régional est la maison des franciliens. Aujourd'hui, c'est la maison des entrepreneurs franciliens et vraiment, on s'en réjouit. Et je pense que l'énergie qu'on voit quand on se promène dans les couloirs aujourd'hui, voilà. Bonjour Olivier, vous êtes le bienvenu. On vient juste de commencer, j'ai juste dit bonjour, donc vous n'avez rien loupé. Merci. Voilà, ouais, donc l'énergie qu'on voit dans les couloirs, que ce soit dans les ateliers de coaching, sur les stands, etc., montre bien le dynamisme de l'entrepreneuriat de notre région, et on ne peut que s'en réjouir. On voit que les franciliens veulent et osent entreprendre, et ça, c'est vraiment quelque chose dont on se réjouit ici. D'autant plus que, alors juste avant vous, il y avait une masterclass sur... j'ai pensé que c'était sur l'entrepreneuriat au féminin, compte tenu du nombre de femmes qui étaient présentes. Donc ça, on ne peut que s'en réjouir. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y avait aucun homme d'ailleurs. S'il y avait des hommes, 3 hommes, oui, enfin, sur 50. C'est déjà beaucoup, vous avez raison. Donc, bref, on se réjouit, je me réjouis qu'il y ait de plus en plus de femmes qui se lancent dans cette aventure, même s'il pourrait y en avoir encore plus, mais puisque vous étiez très nombreuses tout à l'heure, on pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Et puis également, je me réjouis que cette dynamique entrepreneuriale soit présente vraiment dans tous les territoires de notre région, que ce soit au cœur de la capitale ou dans les quartiers politiques de la ville, où le dynamisme entrepreneurial est de plus en plus fort. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, et puis c'est un plaisir également de constater que l'entrepreneuriat n'est pas réservé à une élite et que chaque francilien, quelle que soit sa situation, peut bénéficier, peut être soutenu, financé et aidé. Et c'est vraiment, je pense que ce que cette journée montre, la région est vraiment aux côtés de tous les entrepreneurs, et notamment au travers de son programme Entrepreneur #Leader, qui est un programme d'accompagnement et de financement. Donc on peut vraiment être à vos côtés pour vous encourager, vous apporter des fonds, et puis vous soutenir et vous accompagner dans la voie de l'entrepreneuriat. Alors, il n'y a pas que le programme Entrepreneur #Leader. Juliette, qui va être interrogée tout à l'heure, me dit que heureusement qu'elle est venue aujourd'hui parce qu'elle a découvert les aides up de la région. Donc, voilà, la région offre vraiment à une stratégie assez large de développement économique avec de nombreux outils dont vous pouvez bénéficier. J'ai juste oublié de me présenter. Donc, en fait, je m'appelle Sylvie Mariot, je suis vice-présidente en charge de l'économie sociale et solidaire et des achats responsables. Et donc, comme son nom l'indique, ma délégation est vraiment au carrefour de l'économique et du social. Et j'ai la chance de soutenir et de côtoyer au quotidien des acteurs pour qui l'entrepreneuriat est un moyen au service d'un impact social ou entrepreneurial. Alors, c'est vrai que pour l'écosystème ESS, la finalité, c'est l'impact rendu. Et je sais qu'Olivier, vous nous en parlerez tout à l'heure. Mais force est de constater aujourd'hui que toute entreprise a un impact, toute entreprise crée de l'emploi, du lien social, du progrès, de la vie dans nos territoires. Alors bien sûr, il faut rester vigilant et avoir toutes les nuances nécessaires. Mais une chose est certaine, il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Et votre présence ici le montre. On voit arriver vraiment une vague massive d'entrepreneurs qui ne conçoivent plus de faire du business sans adopter les meilleures pratiques éthiques et environnementales. Et vous en faites partie, a priori, puisque vous êtes là maintenant. Et donc, je vous en remercie et puis je vous en félicite. Et donc, on a tous conscience qu'on est à une période charnière de notre histoire où on prend conscience des défis qu'il faut qu'on relève. Et on le voit bien dans notre quotidien, nombreux sont ceux d'entre nous qui modifient leurs pratiques de consommation et qui veulent remettre du sens et de la valeur au cœur de leur action. Et je pense que dans la période qui s'ouvre, on ne peut plus
envisager, on ne peut plus imaginer de réussite entrepreneuriale sans cette excellence humaine et environnementale. Et donc, si je me réjouis de vous voir si nombreux là, c'est que j'ai la conviction que ce sont les forces et la créativité des entrepreneurs qui portent et qui porteront les réponses aux immenses défis de notre époque. Alors, en 2 mots, c'est quoi un entrepreneur ? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable d'inventer son futur, mais également le futur tout court. C'est quelqu'un qui décide de ne pas suivre les rails, c'est quelqu'un qui décide qui a l'esprit pionnier, qui a l'envie d'agir, l'ambition, l'imagination, et tout ça, c'est ce qui va permettre le changement dont on a besoin. Et je mesure à quel point le futur que vous avez envie de créer et d'inventer passe par cette case responsabilité. Et si vous êtes là cet après-midi, c'est, j'en suis certaine, que vous avez conscience des défis qui se restent devant nous. Alors, je pense bien sûr aux défis climatiques, mais pas seulement. Il y a aussi le défi des exclusions. Et je suis certaine, et vous avez conscience également du besoin impérieux de réinventer tous les secteurs de l'économie pour faire entrer, en fait, pour tenter de résoudre ces défis. Alors bien sûr, il y a dans le secteur de l'alimentation, dans les secteurs des services, du tourisme, de l'hôtellerie, etc. Et d'ailleurs, je suis heureuse, cet après-midi, il y a au moins 2 personnes, 2 entrepreneurs ici qui œuvrent dans le domaine de l'alimentation. Et je pense que l'alimentation, c'est vraiment l'exemple typique du secteur dans lequel ces 2 défis se retrouvent. Il y a d'un côté le défi des exclusions, avec d'un côté un gaspillage alimentaire très important, et de l'autre qui est des personnes qui ont du mal à s'alimenter correctement. Et puis on retrouve également le défi climatique, quand on sait que l'alimentation génère 30% des émissions de gaz à effet de serre, et je crois jusqu'à 70% de la consommation d'eau pour l'agriculture qui permet de nous nourrir. Et donc, un autre intervenant aujourd'hui évolue aussi dans la galaxie de la mode éthique. Alors, je ne sais pas si c'est que de la mode éthique, mais en tout cas, beaucoup de mode éthique. Et là encore, on est au croisement de ces grands défis qui s'imposent à nous. Donc, rien que dans ces 2 exemples de secteurs, ce sont vraiment des milliers d'opportunités pour entreprendre avec de la responsabilité et de l'impact, donc qu'on va vous illustrer aujourd'hui. Que vous dire d'autre avant de laisser la parole ? Ces 2 grands défis se déclinent aussi dans tous les processus d'une entreprise, et ce, dès sa création, dans la façon de concevoir, de produire, de vendre, de récupérer, de recycler, de communiquer. Il se décline vraiment dans toute la chaîne de valeur, de l'amont, dans le choix de ses fournisseurs, à l'aval également dans la réflexion sur la fin de vie de son produit, sur la réutilisation ou le recyclage de ce qu'on met sur le marché. Et c'est là qu'on commence à toucher le concret de la question qui nous réunit aujourd'hui. Et cette question, c'était comment activer les leviers opérationnels pour être exemplaires sur ces sujets, que ce soit lorsque l'on débute dans l'entrepreneuriat, quand on en est au stade de l'idéation ou des premiers mois de l'entreprise. Et c'est bien pour vous donner des billes très opérationnelles qu'on est là aujourd'hui et que nous avons conçu cette masterclass. Son objectif est très clair, c'est ne pas rester au stade des bonnes intentions et des grands principes, mais bien de vous donner, d'être très opérationnel, très concret. Et c'est pour ça que je ne vais pas parler trop longtemps encore, pour vous donner des façons d'agir, des façons d'agir dans votre choix des prestataires, dans le pilotage de votre entreprise, dans vos choix de gestion, etc. Et donc pour ça, il n'y a rien de mieux que l'exemple. Et donc vous allez avoir 3 beaux exemples aujourd'hui. Ces 3 entreprises sont toutes très différentes, vous allez le voir, ne serait-ce que par la façon, la philosophie de la base dont elles ont décidé d'aborder ce sujet. Olivier, lui, va nous parler, a choisi d'entreprendre sous le statut, dès le départ, d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Juliette, vous avez choisi d'entreprendre sous un statut plus classique, mais en activant au maximum les coopérations avec des coopérations à impact, et notamment avec une structure de l'économie sociale et solidaire, ou des structures même de l'économie sociale et solidaire. Et puis Jean-Christophe, lui, a fait un autre choix. Il a fait le choix de la philanthropie d'entreprise.
Voilà. Et donc, je pense que ce que vous voulez, c'est avant tout les entendre. Donc, je vais leur laisser la parole. Alors, qui veut commencer? Plouf, plouf. On va laisser la parole à Juliette. Allez-y, Juliette. Je vous laisse nous présenter votre entreprise, ce que vous vendez, votre modèle d'affaires et vos... Voilà. Ok, alors déjà aujourd'hui, au-delà de cette belle réunion au sein de la région, vous savez que représente le 16 octobre, qui est la date d'aujourd'hui. En fait, c'est la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc ça tombe bien parce que Rue Juliette, en fait, c'est un acteur qui se veut un acteur important, enfin en tout cas un jour important, du zéro déchet, de la réduction des déchets et donc forcément de lutte contre le gaspillage alimentaire. Peut-être déjà venir un petit peu sur comment on en arrive à vouloir faire ça. Je crois que d'ailleurs c'est assez rigolo parce qu'Olivier, je le connais un petit peu, voilà. Et c'est peut-être le même déclencheur qu'on a eu. Voilà, moi, c'est né autour d'un lâcher prise. J'avais une carrière très classique de cadre en entreprise, start-up, etc. Un peu le destin tout tracé. Et puis un jour, on sort des rails. Je me suis pris un an en famille pour faire un grand voyage. C'était juste un voyage où je voulais aller à la rencontre des autres. Et finalement, en fait, ce qu'on a touché du doigt, c'est évidemment, on a rencontré plein de gens fabuleux partout, mais on a aussi vu la planète en danger. On a vu les déchets partout. Et alors là, je me suis dit, soit je reste vivre en Inde pour nettoyer la planète, soit je reviens, mais je change. Je change et je fais quelque chose pour aider les gens à changer avec moi. Ouais, on en parlait rapidement avec Sylvie, avec d'autres fonctions que celles d'aujourd'hui. Il y a des engagements qui sont pris même au niveau de la région et de la France sur la réduction des déchets. Le chantier est immense. Et moi, j'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice à ce niveau-là, en aidant les gens à changer dans leur façon de consommer. Alors, alimentaire, mais aussi cosmétiques et détergents, puisqu'en fait, aujourd'hui, rue Juliette, c'est une épicerie qui existe dans le 13e arrondissement de Paris. Et c'est aussi un site internet de vente en ligne depuis 2 jours, puisque ça y est, la partie digitale a vu le jour. Mais qui permet aux gens de faire toutes leurs courses du quotidien sans emballage jetable. Alors, en fait, pourquoi ça ? Pour donner quelques chiffres, au-delà de la prise de conscience en voyage, après, en rentrant, on s'est vraiment intéressé aux chiffres, et ils sont éloquents. On jette 30 kilos de nourriture par personne et par an, ce qui représente un sacré budget. Dans nos poubelles, il y a la moitié, c'est du plastique. La plupart de ce plastique, il vient des emballages, de nos emballages, de nos courses en fait. Et en fait, quand on regarde et qu'on enlève ce qui est incinéré, mais vraiment ce qui est recyclé de ce plastique, mais il y a 1/4. Donc ça veut dire qu'il reste 3/4, puis qu'après on le retrouve dans la mer, dans les poissons et dans ce qu'on mange. Donc voilà, pour moi il y avait une urgence à aider les gens à changer. Et après je me suis dit ok, mais moi je suis mère de famille, je travaille comme une dingue. Enfin, en tout cas c'était le cas, c'est encore plus le cas maintenant, mais en tout cas c'était le cas avant. Et je me suis dit, super, mais en fait, si on demande trop d'efforts aux gens, c'est compliqué. Et donc, en fait, qu'est-ce qui est important ? Déjà, pour tout le monde, ce qui est important, c'est de bien manger. C'est de manger bio, ou en tout cas des choses qui sont bonnes pour la santé. C'est de se faire plaisir également dans ce qu'on mange. On veut tous du lien social, on veut tous réduire nos déchets, mais on n'a pas de temps. On n'a pas de temps, et puis en plus, il y a un truc que moi, je n'avais pas calculé au moment de ce projet, c'est les craintes sanitaires, qui sont encore plus importantes avec la période qu'on vient de traverser, enfin qu'on traverse encore d'ailleurs. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses autour de cette façon de consommer sans emballage qui faisait qu'il fallait simplifier la vie des gens. Entre les enfants, le travail, on fait comme on peut. Et donc l'idée, c'était d'enlever toutes les contraintes. Donc j'ai pris les miennes. En gros, faire ses courses sans emballage jetable, pour moi, ça voulait dire faire 5-6 magasins. Ça voulait dire ne jamais arriver à tout faire comme ça. Ça voulait dire passer plus de temps, que je n'avais pas forcément. Et donc, en fait, dans mon épicerie, vous retrouvez, c'est pour ça qu'on retrouve aussi de la cosmétique et des détergents, qu'on retrouve du sec, les silos que vous connaissez partout, mais qu'on retrouve aussi de la crèmerie, on retrouve aussi des fruits et légumes, on retrouve des boissons. On trouve de quoi faire un peu toutes ces courses. Et sur le site web, on décline ça également. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire... Et puis, c'est un peu le côté venez comme vous êtes, même si ça vient pas de moi et puis de quelqu'un que j'aime pas spécialement, en vrai. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire, on veut faire ses courses, on veut... moi, je voulais du lien, donc j'ai une boutique parce que je voulais du lien, je voulais être au contact des gens. Et donc, si on a le temps, génial, on est là, on vous accueille tous les jours. Il y a Hortense et Elias qui tiennent la boutique pendant que je vous parle. Mais d'habitude, le samedi, évidemment que je suis là-bas.
On essaye aussi de faire passer des messages de cette façon-là et d'entendre quelles sont les contraintes des personnes. On anime des ateliers. Voilà, maintenant qu'on a un petit peu desserré les taux du Covid, on peut lancer des ateliers. Et donc, c'est aussi un moyen d'échanger et de faire grandir ce genre de choses. Mais si on n'a pas le temps, on peut faire du pick-up, du click and collect, et puis on peut même se faire livrer maintenant à domicile. Voilà. Et donc c'est ça l'objet, c'est de se dire finalement, on va simplifier la vie des gens. Et puis après, il y a dans mon nom, il y a rue Juliette, zéro déchet, total respect. Total respect parce qu'en fait, c'était génial de proposer tout ça, mais vous vous doutez bien que ça se fait pas par magie. Et donc il y a énormément de tâches logistiques. Et en fait, pour moi, ce qui était important, c'était de se dire, très bien, mais toutes ces tâches logistiques, en fait, on va en faire une opportunité. Et donc, on va plutôt aller embarquer avec nous dans l'aventure des gens qui sont en situation de fragilité. Et c'est comme ça, effectivement, que je me suis rapprochée, mais j'en parlerai après, de l'ANRH, qui est une association qui emploie des gens en situation de handicap. Et puis que j'essaye de me rapprocher de structures à but d'emploi ou d'autres types de partenariats de gens qui sont dans la même mouvance. Voilà. Et puis on essaye de travailler au maximum en direct avec nos fabricants, nos fournisseurs, nos producteurs pour réduire les circuits et faire en sorte qu'il y ait les deux pendants. Il y ait que ce soit mieux pour les gens et puis que tant qu'à faire, ça serve à ceux qui en ont peut-être le plus besoin. Voilà. Merci beaucoup Juliette. J'ai proposé à Jean-Christophe. Okay. Olivier est arrivé après, on va lui laisser le temps de se reposer. À toi. Parfait. Bonjour à tous. Bon, en t'écoutant, je me dis, et en connaissant un peu l'histoire d'Olivier, je me dis qu'il y a au moins déjà une chose en commun, c'est que la petite histoire fait la grande, puisque donc toi, tu as lancé ta boîte en rentrant d'un tour du monde. Moi, en lançant les bienfaiteurs avec mon associé Charles, c'est la concrétisation d'une promesse faite il y a 15 ans sur les bancs de la fac. On s'était dit un jour qu'on monterait une boîte ensemble, et le moment est venu. Alors donc, les bienfaiteurs, qu'est-ce que c'est ? C'est un site de vente privée qui est réservé aux marques engagées. C'est-à-dire que si vous allez sur le site des ventes privées, vous avez accès chaque semaine à une sélection de marques qualitatives de tout l'univers de la consommation. La semaine dernière, on avait par exemple Uriage à l'affiche. Cette semaine, Jacadi. La semaine prochaine, Fago. Ça vous donne une bonne idée du type de marque qu'on cible. Ces marques sont présentes en vente événementielle, donc pendant quelques temps sur le site, au profit de grandes causes. Dit autrement, chaque marque va monter sa collaboration avec une association dont elle considère qu'elle est cohérente avec ses valeurs. Et par exemple, aujourd'hui, en allant acheter des produits Jacadi, vous participerez au financement d'une association qui s'appelle La Source, qui vise à aider les enfants à grandir via l'éveil artistique. Et donc, 10% du montant que vous allez payer sera reversé directement à l'association. Voilà le concept original. Et donc, pour revenir à la petite histoire, finalement, les choses s'articulent simplement. Charles, il a tout un historique de la vente privée. Il a créé un site qui s'appelait Verichic, qui faisait de la vente privée d'hôtels. Moi, j'ai tout un passé dans la transformation digitale des entreprises. Et donc, on a topé l'année dernière en se disant, voilà, on va avoir 40 ans. Lui, en l'occurrence, les a déjà d'ailleurs. On a 3 enfants. Il faut trouver une solution pour apporter notre pierre, pour contribuer pour laisser un monde meilleur pour quand ils seront adultes. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée des bienfaiteurs. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est vraiment pouvoir réunir dans un seul espace les bons produits au bon prix et pour la bonne cause. Mais tout ça, c'est parti en fait de 2 constats. Le premier constat, vous le disiez tout à l'heure, Sylvie, c'est que les habitudes de consommation ont radicalement changé ces dernières années. Elles ont changé avec le Covid, bien sûr, mais elles avaient déjà changé avant. Il y avait déjà des tendances lourdes qui s'inscrivaient. Et c'était pas, j'ai envie de dire, c'était pas un caprice parisien. C'était vraiment quelque chose qu'on observait déjà dans les études avec le Covid, avant le Covid, dans toutes les catégories socio-professionnelles, et puis également en région. Donc c'est vraiment quelque chose qui a explosé depuis. Et puis, donc, par ailleurs, l'autre constat, c'était de dire que les entreprises se sont saisies de ces nouvelles problématiques. Il est loin le temps où la RSE, c'était 3 pages à la fin d'un rapport de 200 pages publié aux actionnaires. Maintenant, c'est à l'agenda des entreprises et même au début de l'ordre du jour. Bon, mais c'est bien de dire, quand on est une grande maison de confection, qu'on sera neutre carbone en 2050, mais en fait, ça ne répond pas à la question de qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on propose à notre communauté de consommateurs pour montrer qu'on prend des engagements et on a conscience de l'impact qu'a notre activité sur la société.
De là est venu donc le concept des bienfaiteurs, c'était de fournir une solution vraiment très simple, très facile à activer pour les entreprises, qui leur permettent de soutenir leurs enjeux business et donc continuer à faire découvrir leurs produits, leurs marques, tout en soutenant une cause, en rapport direct ou pas avec leur activité. Voilà le principe en quelques mots. Merci beaucoup Jean-Christophe. Olivier, à vous. Oui, merci de prendre un petit moment pour qu'on présente un projet. Alors, je suis le fondateur d'une association qui s'appelle AFUT, qui est un acronyme pour dire Association pour la formation universelle aux tâches élémentaires, et qui forme des enfants handicapés de 14 à 18 ans à différents métiers, et de l'entreprise adaptée de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Biscornu. Et Biscornu, c'est un nom qu'on a choisi pour évoquer le fait qu'on est tous un peu différents, et que cette différence recèle bien des valeurs et bien du talent. Alors, tout ça, ça a été créé parce que je suis papa d'un enfant autiste sévère qui s'appelle Alexandre, qui a 15 ans et qui est à la maison depuis 3 ans, sans solution de prise en charge malheureusement. Donc il est sans voir d'enfant depuis ses 12 ans. Et j'ai décidé de quitter une carrière dans l'industrie l'année dernière pour entreprendre un chemin d'espoir pour ses enfants, mais aussi ses parents, comme moi, qui vivent un peu cette différence de l'exclusion avec leurs enfants à charge à la maison, sans qu'ils puissent avoir d'avenir. Alors ça, c'est le point de départ, mais avant ça, comme disait Juliette, effectivement, on avait eu beaucoup de moments de recul, nous aussi, en famille, puisqu'on a fait aussi un voyage, et c'est pour ça qu'on se connaît d'ailleurs, un voyage autour du monde avec nos enfants. Et puis on avait fait beaucoup d'autres voyages précédemment, et lors de ces voyages, on se rend compte, comme dit Juliette, que il y a beaucoup de choses qui sont réellement en feu dans notre monde. Nous, on l'a vécu l'année dernière, donc avant de créer ces entreprises, effectivement dans le monde entier, avec des mers de plastique en Indonésie, avec des feux de forêt gigantesques en Australie, vous en avez entendu parler, avec des lacs complètement asséchés en Amérique du Sud, avec des sécheresses incroyables aux États-Unis, et puis des feux de forêt aussi en Amérique centrale. Donc tout ça, les enfants ont vécu ça. Ils étaient déjà angoissés auparavant d'entendre ces nouvelles-là, et là, ils les ont vécues en direct, en côtoyant les gens qui vivaient ces problèmes-là majeurs. Et donc ils sont revenus autant angoissés, si ce n'est plus, après ce voyage-là. Et comme on était déjà de toute façon persuadés qu'il fallait qu'on transforme notre société avant de partir, eh bien, à ce retour, c'est-à-dire l'année dernière, enfin un petit peu plus, en 2019, en septembre, eh bien, on s'est dit qu'il fallait entreprendre quelque chose pour nos 3 enfants. Donc moi, j'ai quitté mon groupe en avril 2020, après quelques mois d'analyse sur une façon de procéder pour essayer de transformer le regard des gens sur ce qu'on fait au quotidien. Donc Sylvie a bien introduit que c'était nos gestes du quotidien aussi. Et donc c'est tous nos choix du quotidien, mais comme les grands choix également. Donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça a comme impact, qu'est-ce que ça a comme sens. Et puis surtout l'envie de transformer ce regard pour que derrière on essaye ensemble de construire une autre façon de faire de l'économie et une autre façon de concevoir notre environnement pour nos enfants. Ils en ont besoin. Alors l'entreprise adaptée Biscornu, pour vous expliquer en 2 mots ce qu'elle fait, je me suis engagé dans la restauration d'excellence. Donc c'est une restauration particulière puisque on veut démontrer le talent de ces enfants exclus aujourd'hui à travers des plats de chefs étoilés, donc qu'ils vont préparer, et à partir de fruits et légumes moches ou biscornus, déclassés, hors calibre, qui représentent pas moins de 45% de la production agricole dans le monde, et même en France, qui y sont exclus parce qu'ils ne correspondent pas au cadre. Donc de même que nos enfants sont différents, ils ont des particularités, le mien ne sait pas parler, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, eh bien on l'a rejeté de nos chemins d'apprentissage pour cette raison-là, sans trouver de solution. Effectivement, ça demande un peu d'adaptation, ça demande de la réflexion, de la prise de recul. Et bien, c'est pareil pour tout ce qu'on est en train de faire dans notre économie, dont je vous explique, les fruits et légumes biscornus, 45% de déchets, alors qu'on dit qu'on a besoin de nourrir mieux notre planète. Comment peut-on en arriver là? Quelle aberration! Donc il y a ce chemin-là qu'on doit essayer ensemble de prendre, de transformer un peu les choses pour que ce soit un peu plus
réaliste. Et donc l'entreprise, elle a pour vocation de pouvoir passer un message avant tout, avant de faire de l'économie. Je veux passer un message auprès de vous tous, auprès de nous tous. Non seulement que nous avons tous des différences et qu'il faut savoir les reconnaître et les valoriser, pas seulement les personnes en situation de handicap, qui souffrent d'ailleurs de toujours qu'on les considère avec ce qu'elles n'ont pas. Moi, j'aimerais bien qu'on les considère avec ce qu'elles ont comme talent. Donc c'est un peu l'idée de ce projet-là. Et également, tout ce qui est naturel et qui nous entoure, qu'on néglige souvent, qu'on ne considère pas à leur juste valeur. Et donc là, d'essayer de valoriser cette exclusion, qu'on fait sans nous en rendre compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Personne ne choisit d'exclure toutes ces choses-là. C'est juste la logique économique qui nous pousse petit à petit à définir des règles, à définir un cadre. Et en faisant ça, en prenant ce sens de l'économie, c'est-à-dire comme seule valeur cardinale l'argent, eh bien on arrive à des situations d'exclusion. Alors si on remet du sens, ou si on met d'autres valeurs cardinales dans nos équations économiques, si on dit le sens de ce qu'on fait, le plus important, c'est celui de transmettre pour nos enfants de la confiance, de l'espoir, qu'on crée un monde durable et viable pour eux. À ce moment-là, on va se reposer les questions de ce qu'on fait au quotidien et de nos engagements. Je pense qu'on a tous besoin d'ouvrir les yeux sur notre façon de faire. Et donc ce projet, il veut simplement passer le message, encourager ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, surtout à essayer d'être acteurs, comme moi je l'étais en tant que papa. Je n'avais pas d'expérience dans ce que je fais aujourd'hui. Je ne connais rien à la gastronomie, rien à la restauration, rien au handicap, rien à la grande consommation ou à la communication. Je me suis lancé dans ce projet-là parce que je savais que c'était l'endroit où on pouvait faire une démonstration et porter le message. C'est un choix. J'ai analysé beaucoup d'autres modèles économiques, dans la distribution, textile aussi, ou d'autres domaines. Mais celui-là, il était universel. Et comme un domaine universel, puisqu'on a tous besoin de manger matin, midi et soir, eh bien, ça me donnait le moyen de porter ce message au plus grand nombre. Donc vous voyez, c'est un calcul. Et après, comme c'est un projet de l'ESS et de solidarité, je ne peux mener ça, et c'est un message aussi pour vous tous qui pouvez peut-être être acteurs également, eh bien, on le fait avec des mains tendues. Comme l'a dit Sylvie, le conseil régional, mais d'autres institutions, d'autres entreprises sont là pour aussi participer à cette transformation. Tout le monde veut en être. Donc il faut savoir mobiliser les énergies autour d'un bien commun, autour d'un objectif commun, qui est celui de donner de l'espoir un peu à nos futures générations. Voilà, donc c'est le sens de ce projet Biscornu. Merci beaucoup Olivier, merci à tous les trois. Donc ce que je vous propose, c'est, en fait, ce qui est frappant quand on vous entend parler, c'est que vous parlez tous les trois de valeurs, vous parlez tous les trois d'impact sur notre société. Mais si je suis un peu provocante, Olivier, finalement, vous vendez des verrines, très bonnes certes, des verrines. Juliette, vous êtes à la tête d'une épicerie. Jean-Christophe, finalement, tu vends des vêtements et des produits de beauté sur une plateforme Internet. Est-ce que ces valeurs qui vous animent et qui sont à la base de votre choix et de ces projets, est-ce que ces valeurs sont en fait différenciantes pour vos clients? Est-ce que c'est un avantage concurrentiel, en quelque sorte, pour vos clients et vis-à-vis de vos concurrents potentiels? Alors, très rapidement. Alors, clairement, oui, je suis épicière. Par contre, j'ai jamais rêvé d'être épicière. Et puis, je suis pas qu'épicière. C'était provocateur volontairement. Mais clairement, par rapport aux autres épiciers du quartier, je fais pas le même boulot. Est-ce que vos clients, eux, viennent chez vous parce que justement, ce sont pour les valeurs que vous prenez, plus que pour simplement faire leurs courses parce que vous êtes en bas de chez eux? En fait, il y a plusieurs réponses, plusieurs niveaux de réponse. Le premier, c'est évidemment, les gens viennent chez moi. Alors par contre, c'est ce que je racontais tout à l'heure un peu, ils viennent pas forcément chez moi par le zéro déchet, pas forcément que par le vrac. Ils viennent souvent d'abord parce qu'ils se disent tiens, c'est du bio. Donc ils viennent, j'ai du bio, mais j'ai pas que du bio en vrai. Et en fait, ils viennent pour le bien manger. Et moi, je les attrape aussi beaucoup par la gourmandise. Parce que c'est bon. Et ensuite, on explique la démarche. Et ensuite, on voit les gens évoluer avec nous. Voilà, tout d'un coup, arriver avec leur petit bocal en disant « Vous avez vu, j'ai pensé à le ramener aujourd'hui. » Voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je pense que l'avantage concurrentiel, il est, dans le quartier où je suis, il
Il y avait rien, enfin dans le bout de rue où je suis, il y avait vraiment pas ce genre de commerce du tout. Donc clairement, j'ai répondu à une attente, mais qui était à la fois sur le zéro déchet, mais même sur le bien manger, tout simplement, quoi. Et donc ça, oui, ça donne un vrai avantage concurrentiel. Et après, pour tous les gens qui sont engagés, il y en a qui traversent la moitié de Paris quand même pour faire leurs courses avec tous leurs bocaux sur le dos. J'ai toujours une cliente, là, elle vient d'Antony, je sais pas comment elle vient, elle vient toutes les semaines avec tous ses bocaux. C'est merveilleux. Enfin, il y a vraiment des gens très, très engagés. Et voilà, ou qui refusent d'aller chez Naturalia parce que c'est pas bien Naturalia et que rue Juliette c'est mieux. Voilà, donc oui, notre philosophie, notre façon de fonctionner, d'expliquer les circuits courts, d'expliquer qu'on est en lien direct avec les producteurs, avec les fabricants, que nos fabricants eux-mêmes font de la consigne en amont, que les bidons que j'ai de lessive, je les renvoie derrière, je les mets pas à la poubelle, etc., etc. Enfin, que c'est toute une chaîne crée effectivement chez mes clients un effet. Ils sont contents de savoir que ça se passe comme ça d'un bout à l'autre, voilà, et que c'est pas juste un effet d'affichage. Après, les parties sont pas gagnées d'avance. Je suis pas non plus la seule à faire ça, clairement, mais en tout cas, c'est un gros différenciant, c'est évident. Alors, si tu es une épicière, moi aussi, je suis un e-commerçant, un modeste e-commerçant. Je fais le même constat que toi, c'est-à-dire que les consommateurs ne viennent pas nécessairement pour la promesse qui est portée par le projet d'entreprise. C'est-à-dire que souvent, nous, les gens qui rejoignent notre communauté, ils rejoignent la communauté parce qu'ils voient qu'il y a une marque qui leur plaît, qu'il y a une belle réduction, ils s'inscrivent, ils font un achat. Sauf que, en faisant ça, bon, déjà, ils ont un produit, ils se font plaisir et ils financent déjà une cause. Mais par ailleurs, du coup, ils rentrent, ils rentrent dans la machine, dans le sens où ils vont avoir l'occasion de découvrir plus en détail le projet, parce qu'évidemment, ensuite, on va les recontacter, on va leur représenter un certain nombre de marques, et ils vont voir toute la cohérence du projet, qui consiste à, certes, proposer des produits de qualité à des prix, à des prix avantageux, mais au final, surtout, à financer des causes sur 4 grands secteurs qu'on a considérés comme prioritaires: environnement, santé, éducation et solidarité. Au-delà de ça, vis-à-vis des marques, qui sont aussi quelque part nos clientes, puisqu'elles nous confient leurs produits pour qu'on leur trouve des débouchés, c'est sûr que en fait, quand on fait de la vente privée en France, on arrive sur un marché qui est déjà quelque peu saturé, puisqu'il y a un acteur que vous connaissez tous, qui est là depuis 20 ans et qui écrase l'ensemble avec ses milliards. Donc c'est sûr que cet acteur-là donne la température, et que pour convaincre les marques de venir nous rejoindre, évidemment, il faut leur fournir à elles aussi une expérience excellente, c'est-à-dire leur permettre effectivement donc, de conquérir de nouveaux clients avec une logistique qui se passe bien, un service client minimaliste et très bien géré, etc. etc. Bon, néanmoins, ça suffit pas. C'est-à-dire que quand je repense à ce qu'on était il y a un an, c'est-à-dire personne, ce qui a fait que les premières marques nous ont rejoints et ce qui a fait qu'aujourd'hui on est capable d'aller chercher des marques comme Fago ou Jacadi, c'est le fait de, en plus de cette excellence opérationnelle, être capable de proposer ce petit truc en plus qui fait que non seulement en fait on soigne leur image de marque, on les aide à développer leur business, mais en plus dans le cadre de leur propre projet d'entreprise, elles peuvent dire voilà, on monte une opération aujourd'hui qui va être immédiatement impactante pour une cause que par ailleurs elles peuvent choisir avec l'ensemble de leurs salariés. Alors de notre côté, sur Biscornu, on est engagé à 200% sur l'ensemble des curseurs. Donc ça veut dire, je vous ai dit, c'est anti-gaspillage, des fruits et légumes bio déclassés pour commencer. Ensuite, c'est que des ingrédients bio. 100% de la recette est fait avec des ingrédients bio. 100% de la recette est fait aussi avec des ingrédients français. On n'ira pas prendre du chocolat. Il n'y aura pas de dessert avec du café. Ça n'existe pas dans notre univers Biscornu parce qu'on n'a pas envie de faire amener des ingrédients de l'autre bout de la planète pour nourrir la population, alors qu'on a autant de diversité en France. Donc on veut essayer aussi de rendre visibles tous les talents et toutes les variétés qu'on développe en France ou qu'on a même un peu ignorées déjà pendant des dizaines d'années. Et on va produire des recettes avec cet engagement-là, 100% bio, 100% français, sans aucun conservateur, sans nitrite, sans sulfite dans la charcuterie, aucun additif chimique pour pas dénaturer ni le goût, ni même la santé, et encore plus la santé, je dirais. Et à la fin, on finit par du zéro déchet, puisque tous les contenants en verre, pour nos verrines, nos plats préparés, les entrées, les plats et desserts, sont consignés. Alors, quand on fait l'équation bio, français,
zéro déchet, anti-gaspillage, personnes handicapées, là on est à bloc, hein. Il n'y a plus rien après. Ça c'est un modèle que je porte, je vous l'ai dit, c'est plus une cause qu'autre chose, hein, d'accord ? Donc ça veut dire que moi, je ne suis pas dans le compromis du tout. Je vais être dans le 200% tout le temps. Alors après, ça passe ou ça casse, hein, parce que notre monde n'est pas toujours sans compromis, hein, on le sait très bien. Donc il y a des clients qui demandent, mais est-ce que vous ne pourriez pas faire quand même sans consigne ? Ben non, c'est pas possible. Est-ce que vous voyez, en plus, les ingrédients bio et français pour des recettes de chef étoilé, dans certains cas, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des petites exceptions et que la recette, on la dénature un peu, on enlève un ingrédient ou un autre qu'on a du mal à trouver ? Ben non, ça non plus, on ne fait pas. Donc, on fait des fois des recherches pendant 3 mois, 4 mois pour trouver des raisins secs, des noisettes bio françaises. Alors, le plus long, c'est même les dés de brebis. Dés de brebis bio français. On a mis 3 mois. Donc tout ça pour vous expliquer que quand on empile ces contraintes-là, c'est énormément d'exigences. Et après, on est obligé d'atteindre des niveaux d'agroalimentaire pour tout ce qui est décontamination de chacun des ingrédients, comme si on était une usine, comme Danone, sauf qu'on est une toute petite équipe. Et donc ça prend du temps à chaque fois de travailler ces ingrédients qui viennent un peu partout, qui sont encore terreux. Eh bien oui, nous on prend ça brut, il faut les travailler comme ça, et il faut que ça passe tout le cap pour arriver après en pasteurisation et qu'il y ait des laboratoires qui certifient que ça ne va pas poser un problème pour la santé des consommateurs. Donc cet empilement de contraintes et d'exigences sans compromis, eh bien aujourd'hui, je peux vous dire que c'est aussi une force. Alors c'était ça la question de départ. Est-ce que c'est un avantage concurrentiel ou pas ? Nous avons été choisis récemment pour faire la restauration du groupe Orange, enfin du siège social à Issy-les-Moulineaux, pour ces raisons-là, pour ces engagements. Donc ça veut dire que nous faisons maintenant, nous tenons un restaurant là-bas dans leur siège avec nos verrines, enfin le midi et le soir, et c'est pour ces engagements-là. Alors je pense que c'est une première déjà pour eux, mais aussi une première tout simplement de se dire que réellement on peut espérer que cette économie elle peut se transformer. Vous voyez, c'est un cas. Je vous en donne un autre. En fait, on a réalisé le 14 septembre le cocktail d'inauguration du groupe Le Monde. Eh bien, c'est aussi pour ces engagements-là qu'on a été choisi. Il y avait 700 personnes à nourrir, c'est une première pour nous. Voilà, donc c'est simplement pour dire qu'il y a de l'espoir. Non seulement il y a de l'espoir, mais en faisant à 200%, ça peut passer. Et là, pour l'instant, c'est passé. On espère que ça va perdurer. Merci beaucoup. Je vais encore vous poser une petite question à chacun. On va essayer d'être très très bref parce que je crois qu'il y a une ou deux personnes qui veulent poser des questions. Donc juste, Juliette, on a compris que vraiment l'impact notamment, votre cœur de métier, vous voulez produire... Enfin, les valeurs essentielles, c'est la gourmandise, le zéro déchet, etc. Mais en même temps, vous avez aussi pris une décision qui est de confier une partie de votre chaîne de valeur, et notamment toute la logistique de e-commerce, à une entreprise de... Non, pas e-commerce. Moi, je vais expliquer. Alors, vous allez... une partie de la logistique à une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Alors, pourquoi et comment avez-vous fait ce choix ? Voilà. Alors en fait, d'ailleurs c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui parce que je crois que c'est eux qui ont parlé de moi. Donc en fait je suis partenaire de la NRH. Alors moi effectivement je suis pas entreprise adaptée, mais par contre je travaille avec la NRH que tu connais sûrement, Olivier. Voilà, en fait j'ai été grattée. La NRH c'est emploi des gens en situation de handicap, ou des situations en situation de fragilité parce qu'en entreprise adaptée il n'y a pas que des gens handicapés. Et en fait, j'ai été grattée à la porte de l'ESAT Paris 11, qui est en fait assez en vue parce qu'ils ont aussi un restaurant, ils ont aussi les petits vélos de Maurice où on peut faire réparer ses vélos. C'est des gens handicapés. Et j'ai pas du tout peur de ce monde-là. Je parle bien de peur parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce monde-là. Tout simplement parce que moi, mes parents ont passé toute leur carrière dans ce monde-là. Ils étaient tous les deux éducateurs. Voilà. Et donc, ça m'a semblé logique de se dire qu'il y a beaucoup de choses en termes de logistique. Alors, sur la partie e-commerce, mais même sur la partie boutique, il y a on fait beaucoup de consignes. Donc, il y a du lavage, du reconditionnement, le lavage des bocaux, etc., mais aussi le lavage des bacs pour la partie boutique et tout. Et donc, voilà, ça m'a semblé logique d'aller demander à l'ESAT Paris 11. Et là, ils m'ont dit, non, mais en fait, on a dans notre structure une boutique qui ne sert à rien, qui est fermée, qui est dans le 13e. Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri dans le 13e, rue de Patay. C'est qu'en fait, ils me sous-louent la boutique.
Ils ont une ESAT juste au-dessus. Et puis moi, je pensais que les gens de l'ESAT allaient travailler au-dessus et moi en dessous. Et puis en fait, ils ne voulaient pas faire d'alimentaire dans les étages. Donc finalement, les dames, aujourd'hui, elles travaillent avec nous. Voilà, donc on est carrément... et c'est génial parce que... Enfin, je dis ça vraiment avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme parce qu'en plus, c'était pas à l'origine, moi, du projet. Enfin, il y avait la partie faire travailler des gens handicapés, mais pas forcément avec moi. Et là, en fait, tous les jours, 3 fois par semaine, j'ai 3 dames qui sont avec nous. Et il n'y a pas de moniteur, c'est nous qui nous en occupons. Enfin, ou elles s'occupent toutes seules d'ailleurs, parce qu'elles ont un grand niveau d'autonomie, il ne faut pas croire. Et en fait, elles servent même parfois les clients aujourd'hui. Et je crois que c'est une des choses les plus belles parmi tout ce truc de zéro déchet. Finalement, quand j'ai Béatrice qui sert la lessive à une dame et que derrière, je vois bien qu'elle a été stressée, Béatrice, mais que finalement... je dis à la dame, écoutez, la Béatrice était trop fière d'avoir fait ça. Et je ne sais pas qui est plus fière, la cliente ou Béatrice à la fin. Mais en tout cas, tout le monde est heureux, quoi. Et voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup de belles histoires autour de ce partenariat. Et voilà. Merci beaucoup, Juliette. Et c'est vrai qu'en fait, là, vous avez montré un exemple à la question qui était comment associer son business aux meilleures pratiques éthiques et environnementales. Là, vous venez d'apporter une réponse qui est, par exemple, de collaborer avec des structures de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, donc la NRH, effectivement, ce que vous avez cité, c'est une très grande structure qui a une offre extrêmement large. Mais sachez que dans l'économie sociale et solidaire, il y a une variété absolument infinie de structures et qui offrent dans les domaines économiques les plus variés. Donc, si vous avez besoin de partenaires dans votre activité, dans l'activité de votre entreprise, vous pouvez vraiment trouver des structures de l'ESS pour collaborer à peu près dans tous les domaines. Je pense par exemple à la communication écrite, digitale, à vos campagnes de mailing. Là, on a parlé de la logistique, vous avez parlé de cuisine. Enfin voilà. Donc il y a vraiment une variété très importante. Et donc c'est une façon aussi, par exemple, de mettre des pratiques éthiques et environnementales dans son business. Olivier, vous, une question très rapidement. Vous avez fait le choix d'être une entreprise adaptée. Qu'est-ce que ça implique pour vous au quotidien ? Au quotidien, ça implique de pouvoir accueillir tout le monde avec ses différences. Donc ça, c'est un peu le symbole du projet aussi. Donc nous, on a à cœur de pouvoir accueillir tout type de handicap chez Biscornu. Donc il y a des personnes qui sont autistes, des personnes qui sont trisomiques, des personnes qui sont malvoyants, sourds, malentendants, handicap psychique ou handicap mentaux. En fait, nous, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de filtre, donc tout le monde est bienvenu. Alors ça impose quoi derrière ? Nous avons bâti une sorte d'usine agroalimentaire qui fait des plats préparés de recettes de chefs étoilés, ce qui veut dire qu'on a une régularité de production puisqu'on fait une seule production par semaine. Donc c'est un peu comme un fonctionnement d'usine, vous avez le lundi tout le temps la même chose à faire, le mardi toujours la même chose, mercredi, donc les enfants, les grands, parce ils ont plus de 18 ans, les adultes, les jeunes adultes s'y retrouvent en fait avec les mêmes opérations chaque semaine. Donc ça, c'est une force d'avoir une certaine régularité parce qu'on peut dimensionner les postes de travail en fonction des particularités des uns et des autres. Alors quand on va accueillir une personne, on va poser des questions sur quelles sont ses particularités, est-ce qu'il y a des choses à savoir pour adapter un peu le travail d'équipe. Voilà. Donc nous, l'entreprise adaptée, ça impose ça. Comme Juliette, il y a la joie en fait et le sourire de tous ces jeunes qui travaillent chez Biscornu, alors que ce soit en cuisine, que ce soit en service, dans le restaurant d'Orange ou ailleurs, quand ils font des cocktails, ils sont tellement heureux de servir que voilà, vous êtes transportés. Effectivement, là, c'est autant les clients que les jeunes qui sont très très heureux. Donc voilà, c'est un beau chemin, en tout cas je peux vous l'assurer. Et nous, une entreprise adaptée, c'était le choix évidemment d'origine, puisque le projet, c'est de transformer cette exclusion en excellence. Donc démontrer que tous ces enfants, mais grands après, ont des talents. Merci beaucoup Olivier. Donc en fait, sachez que si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez interroger Olivier, mais sachez que par ailleurs, la région Île-de-France a une vraie volonté de développer en fait ces structures de l'économie sociale et solidaire. On a de très nombreux programmes pour ce faire, et notamment il y en a un qui a été voté très récemment et qui s'appelle Émergence, et c'est un programme vraiment d'accompagnement à la création d'une structure de l'économie sociale et solidaire. C'est un programme qui est porté par France Active,
caritative. Et donc, il y a juste un site web, hein, c'est émergence-idf.fr. Donc, vous trouverez toutes les informations là-dessus. Et je sais qu'il y aura une promo. En fait, les entreprises sont accompagnées pendant 9 mois. Et il y a une nouvelle promotion qui sera lancée au début de l'année 2022. Et donc, maintenant, une question pour Jean-Christophe. Jean-Christophe, toi, tu as fait le choix d'activer un autre levier qui est celui de faire des dons à des causes caritatives. Donc, le nom de ta société le montre bien, les bienfaiteurs. Et donc, la question, c'est, est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi ce choix, quelle était ta motivation pour faire ça, et surtout, comment ça fonctionne et comment vous sélectionnez les associations bénéficiaires? 2 mots. En 2 mots, très bien. Merci. Mais la question était un peu longue, donc la réponse sera donc plus courte. Assez simplement, donc nous on pense, on fait le constat à notre époque que l'entreprise, ça n'est plus ce concept qu'ont formalisé les néoclassiques à l'entrée du XXe siècle. On n'est plus sur quelque chose qui vise exclusivement à faire des bénéfices. L'entreprise, c'est maintenant un outil qui doit être engagé dans la société, et c'est ce qu'a voulu montrer le législateur en créant l'entreprise à mission il y a quelques années. Nous, on souhaite que la loi continue d'évoluer et permette aux entreprises de s'engager plus en avant dans la philanthropie, notamment en facilitant les dons, en améliorant la fiscalité qui est liée à cela, parce que donc on considère que, en effet, aujourd'hui, une marque, ça n'est plus simplement une étiquette sur des vêtements ou sur des produits alimentaires. C'est aussi quelque part quelque chose qui véhicule des valeurs, et ça doit se traduire en actes. Merci beaucoup. Il y aurait eu plein d'autres choses qu'on aurait voulu vous demander, mais il y a peut-être, je crois, Madame avait une question, donc je vous propose de la poser. Tout d'abord, merci pour votre présentation et honneur à vous pour cet engagement. Et il y a une cause, et vous avez tous utilisé le terme mondial. Ma question, c'est que votre action, elle est à l'échelle, petite échelle. Est-ce que vous ambitionnez à embarquer avec vous la grande surface? Parce que pour l'emballage, j'aimerais bien aller acheter mon yaourt sans embarquer le carton. On sait qu'ils ont déjà commencé, parce qu'il ne faut pas non plus les blâmer. Par exemple, on sait que pour les produits, tout ce qui est de tous les jours et de l'hygiène, ils vendent à la bouteille et puis vendent dans des petits sachets de sorte qu'on puisse réutiliser. Donc voilà, quelle est votre ambition? Est-ce que, par exemple, vous, je ne pense pas que vous allez solutionner le problème de toute la Terre, ni celui de la France, pour dire à tout le monde, venez avec les bocaux. Donc voilà, est-ce que vous... Oui. Alors, je me suis clairement posé la question, est-ce que je fais quelque chose... Moi, quand je suis rentrée, là, j'ai commencé à vouloir dire que je voulais travailler dans le zéro déchet. Est-ce que je m'embarque ou pas dans la grande distri? Alors déjà, c'est pas mon monde, hein, la distribution. Je viens pas de là. Et en fait, j'avais pas envie. Parce que je suis peut-être moins 200% qu'Olivier, mais je suis quand même bien là. Et les distributeurs, la grande distri, elle est là. Et en fait, il y a déjà des lois qui sont passées. D'ici quelques années, ils vont être obligés d'avoir beaucoup plus de vrac qu'ils en ont aujourd'hui. Mais en fait, ils sont poussés pas mal aujourd'hui encore par la contrainte. Et j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie d'aller... juste répondre à quelque chose qui était imposé à des gens qui n'avaient pas forcément envie. Voilà. Donc, j'ai pas fait ça. Par contre, je suis adhérente de Réseau VRAC, qui est en fait l'association qui regroupe tous les porteurs de projets ou gens qui, comme moi, ont déjà une structure, qui sont autour du zéro déchet. Et aujourd'hui, il y a des choses en discussion pour se dire, et les supermarchés là-dedans, etc. Ouais, non, on ne va pas révolutionner. Mais par contre, moi, aujourd'hui, la façon de consommer que j'ai envie de proposer, c'est plutôt plein de structures telles que la mienne. Et puis le e-commerce alimentaire, ça existe également, plutôt que d'aller reproduire les supermarchés. Les supermarchés vont y aller, mais ils n'iront pas de la même façon que moi. Il y a eu un... Voilà. Dit que vous allez reproduire l'échelle de supermarché. Comment est-ce que non, j'ai pas envie d'aider les supermarchés en fait. Non, tout simplement. Là, c'est plus clair. Pas remplacer, mais là c'est bien. Donc ça veut dire vous contentez quelque part. Désolé, hein, c'est bien ce que vous faites. Avoir la bonne conscience à votre niveau, les clients viennent et basta. Non, pas du tout. Clairement, mon objectif, c'est que ça grossisse, rue Juliette. Hein, c'est juste une évidence. Par contre, aujourd'hui, moi, j'ai envie de proposer une alternative au supermarché
et j'ai pas envie d'aller travailler pour les supermarchés. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que c'est grâce à ce genre d'initiative individuelle qu'on pourra avoir un impact. Ces initiatives, elles vont se multiplier, elles vont essaimer. Alors peut-être que ce sera Juliette qui essaimera sa solution, peut-être que ce sera d'autres qui prendront exemple sur Juliette pour recréer. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut, c'est un peu réinventer un nouveau modèle, c'est-à-dire être au plus près des gens. Les gens, l'idée, c'est aussi qu'ils ne viennent peut-être plus les supermarchés. Quand on va faire des courses pour 15 jours, on y va avec sa voiture parfois. Là, l'idée, c'est au pied de chez les gens. Donc, je ne pense pas que Juliette est... Alors, même si elle nous parlait tout à l'heure d'une de ses clientes qui vient d'Antony, et d'ailleurs, elle se demandait comment elle venait. Mais sinon, l'idée, c'est que ce soit... C'est aussi de l'animation locale. On a aussi besoin de vie locale. Et ce type de projet contribue à cette vie locale. Si on reprend l'exemple d'Olivier, que je connais, puisqu'au départ, il a commencé à vendre ses verrines dans le bar en bas de chez moi. Voilà. Donc voilà comment j'ai connu Olivier. Et aujourd'hui, il fournit les déjeuners et les dîners chez Orange, au restaurant d'entreprise d'Orange. Donc finalement, on voit bien qu'en commençant petit, mais il faut bien un jour commencer d'une certaine manière, on peut en arriver à un projet beaucoup plus important. L'idée, je pense qu'on ne peut pas directement vouloir révolutionner le monde. Il faut déjà commencer à son échelle, et ça viendra progressivement par ce type d'initiative. Voilà. Alors juste par exemple, il y a une franchise qui existe, qui s'appelle Day by Day, et qui est aujourd'hui la seule vraie grosse franchise qui existe sur le vrac. Et ils ont déjà, je crois, 60 magasins. Donc c'est pareil, Day by Day, ils n'ont pas choisi d'aller changer les supermarchés. Mais après, c'est des choix personnels. Hein. Il y en a qui s'y attaquent et ils ont raison de le faire. Allez-y. Ah non, ça marche pas. C'est bon, je pense. Ouais. C'était juste pour vous poser une question par rapport à vos fournisseurs. Est-ce que vous communiquez, vous faites partie d'un réseau qui permettent à tout un chacun de ne pas aller chercher pendant 3 mois son fournisseur de noisettes en se disant, tiens, il y a déjà quelqu'un qui a fait la démarche et qui s'est dit, lui, il est vertueux pour telle et telle raison. Mais alors, pour notre cas, effectivement, nous, on propose à d'autres de partager cette ressource ou cette valeur ajoutée, finalement, d'avoir déjà passé du temps à trouver des fournisseurs qui correspondaient à ces ingrédients-là, et donc de partager ça avec des traiteurs, avec des restaurateurs, tous ceux qui veulent s'engager dans cette dynamique de rendre les choses un peu plus propres, durables. Donc oui, bien sûr, nous on fait ce chemin-là. D'ailleurs, on a commencé à en discuter avec des traiteurs à côté. Mais tout le monde n'est pas dans cet engagement à la fois bio et à la fois français. Donc ça reste encore très très limité pour ceux qui portent sans compromis ces engagements-là. Voilà. Mais avec grand plaisir pour partager. Et de toute façon, pour répondre aussi à cette question qui ne m'était pas adressée directement sur la distribution, je pense que quand on entreprend, en tout cas pour ma part, c'est aussi pour passer un message fort. Donc ça veut dire qu'on essaye, avec des symboles, de démontrer qu'on peut faire différemment, on peut regarder différemment. Et dans mon cas, moi, on doit le faire pour nos enfants. On doit le faire. On a intérêt à le faire vite fait, d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'espère qu'on peut porter ces messages-là. Donc c'est une occasion, là d'ailleurs, qui nous est offerte d'en parler, de vous le dire. J'espère que comme ça, de fil en aiguille, d'autres peuvent aussi s'engager dans cette même voie-là. J'espère que nous, en tant que restaurateurs, alors moi qui n'y connaissais rien, il y a 1 an, eh bien, ça peut aussi donner le message à d'autres du secteur de la restauration, de dire, mais écoutez, si ceux qui sont exclus de la société, ils sont capables de faire des recettes de chef étoilé avec que du bio, que du français, pour des prix qui sont acceptables, mais où est-ce que vous êtes, vous? Pourquoi vous ne le faites pas? Donc, vous vous rendez compte, on fait, par exemple, par l'exemple, on essaye d'avoir un effet d'entraînement sur d'autres. Donc, c'est pas de le faire, nous, tout seuls, porter l'ensemble du projet, c'est d'essayer de démultiplier la force du projet avec tous les acteurs, vous tous, et tous les autres qui voudront s'engager. Sinon, pour la partie plus magasin, on va dire, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis adhérente de Réseau Vrac, et donc dedans il y a des gens qui sont distributeurs, il y a des gens aussi qui sont fournisseurs. Voilà. Et ensuite il y a des groupes Facebook, etc. Et c'est pas c'est des mondes tout neufs. Réseau Vrac, ça a 5 ans, et ils sont créés, ils étaient 3.
Donc voilà. Et donc il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'entraide dans ces milieux-là. Ouais. Merci beaucoup. L'heure tourne. Il y a encore plein de questions, mais on va rester à votre disposition si vous voulez venir les poser. Mais je pense qu'on risque de devoir... Voilà, on fait signe qu'il faut qu'on arrête. Donc en tout cas, merci vraiment à vous tous d'avoir été là. Je vous rappelle qu'il y a 2 stands de la région si vous avez besoin d'informations sur les différents programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc je vous invite à vous y rendre. Et puis surtout, merci à nos 3 intervenants dont l'expérience est très inspirante.